Mon convive est une figure du théâtre français. Il est à la fois comédien, metteur en scène, scénariste et directeur de compagnie de théâtre. C'est Thomas Ledouarec, notre invité aujourd'hui. Bonsoir Thomas. Bonsoir Sab. Ah, je suis très heureuse d'être avec vous. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus. Quelques temps. Comment ça va ? Pas mal du tout, ça va très très bien. Oui, tu portes chance d'ailleurs, puisque j'ai appris une très bonne nouvelle, c'est qu'hier, j'ai la chance d'avoir les clés d'un théâtre depuis hier. Voilà, donc je suis depuis très peu de temps, comme tu le sais, directeur d'un théâtre sur Avignon, et donc c'est une joie. Nous sommes 3 co-directeurs, donc j'ai 2 associés dans cette aventure, donc Cédric Chapuis et Anthony Magnier et moi-même, et tous les 3, nous allons nous associer pour cette nouvelle aventure de directeur de théâtre. Encore félicitations. Voilà. Alors, vous avez de nombreuses pièces à votre actif et là, on vous attend, mais vraiment avec une grande impatience que vous soyez de nouveau sur scène au Théâtre Anne-Lague avec la pièce Aux Deux Colombes de Sacha Guitry. Alors, mis en scène par vous, cher Thomas, vous jouez également dans la pièce et vous partagez la scène avec d'excellentes comédiennes. Oui, j'ai la chance d'être le seul homme de la distribution, donc je suis entouré de très jolies femmes, talentueuses, drôles, et donc non, c'est une chance ça, quand on est seul entouré de femmes. J'adore être entouré de femmes. On peut quand même connaître leur nom ? Alors oui, donc dans le rôle donc de ma première épouse, c'est Marie-Hélène Lantini. Dans le rôle de ma seconde épouse, c'est Marie Delaroche. Dans le rôle on peut dire de ma bonne, si on veut, voilà, c'est le rôle de la bonne, c'est Marie Lecam, et dans le rôle de la grande duchesse Christine, c'est Caroline Devime. Je vous laisse le plaisir de nous faire le pitch. Alors c'est un homme, un avocat, qui a perdu sa première épouse lors d'un incendie en fait à Valparaiso en Amérique du Sud, et à la suite de cette disparition, épouse la sœur donc de sa première épouse. Sa sœur qui est récemment veuve, donc ils se consolent tous les deux et finissent par se marier de nouveau, pensant qu'elle avait disparu définitivement, donc cette première épouse. Mais, ça c'est toujours le principe d'une comédie, parce que c'est une vraie comédie, 20 ans plus tard, elle réapparaît, cette première épouse. Elle n'était pas morte, elle n'avait pas disparu dans cet incendie, et elle avait simplement perdu la mémoire, et 20 ans plus tard, elle retrouve sa mémoire, et elle revient comme si c'était hier. Mais malheureusement, il est marié, et en plus, avec la jeune sœur de cette dernière. Alors heureusement, il y a une 3e mystérieuse femme qui arrive, et je ne vous en dis pas plus. Voici la bande-annonce de la pièce Aux Deux Colombes. Allô ? Je vais avoir une immense surprise. Surprise ? Aujourd'hui même, merci madame. Allô ? Allô ? Chérie, je vais te faire une immense surprise. Surprise! Pourtant, madame était morte. Il faut croire que non. Qu'est-ce que tu as, Jean-Pierre? Je me suis remarié. Ma sœur! Oh! Oh là 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 là! Scandale. Et tout le ridicule. On rejaillit sur vous. Sur nous? Sur toi? Bien au contraire. Avoir 2 femmes pour un homme, c'est flatteur. Tandis que pour 2 femmes, un seul homme, ça crie famine, à mon avis. J'ai vraiment hâte de venir vous voir au théâtre. Pourquoi avez-vous choisi cette pièce ? C'est un auteur que j'admire beaucoup, j'aime beaucoup le jouer. C'est une langue particulière, c'est très musical. Et puis j'adore rire, j'adore faire rire.
C'est rare qu'un acteur n'aime pas faire rire. Et là, c'est un Guitry tellement champagne, tellement léger, tellement qui se prend pas au sérieux, qui détricote en fait le trio amoureux. Voilà, c'est un vaudeville, un véritable vaudeville, mais comme on les aime, et complètement absurde. Ça flirte vraiment avec l'absurde. C'est très moderne. Voilà, et donc j'étais ravi de découvrir cette pièce qui est elle est peu connue de Guitry, mais c'est une des rares vraies comédies qu'il ait écrites. C'est qu'il n'y a pas d'autre prétention que de faire rire. C'est une pièce efficace et qui donne beaucoup de rire, beaucoup de joie aux spectateurs et à nous aussi acteurs sur scène. Et en plus, c'est rare une pièce avec un bal comme ça de comédiennes, de femmes. Je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de voir les femmes. On a besoin de les voir sur scène. Et voilà, et en plus, je pense que c'est une des pièces les plus féministes de Guitry. Parce qu'on a beaucoup reproché à Guitry d'être misogyne, ce qui est totalement faux. Il disait d'ailleurs, pour répondre à cette accusation, il disait « Je suis contre les femmes, tout contre ». Voilà, c'était sa réponse à cette accusation totalement fausse. Il n'y a jamais un homme qui a aimé autant les femmes que Guitry. Donc après, qui aime bien châtie bien, donc c'est vrai qu'il ne les épargne pas dans les pièces. Mais c'est de l'amour. Dans un instant, évidemment, on reparlera de votre pièce aux deux colombes de Sacha Guitry, excusez-moi. Mais d'abord, j'aimerais savoir, quand une de vos créations se termine et que vous passez à d'autres projets, est-ce que vous gardez le lien avec vos comédiens ? Alors ça dépend avec qui. Il y a des comédiens avec qui ça se passe merveilleusement bien, donc on n'a qu'une envie, c'est de retravailler ensemble. Donc là, du coup, on garde des liens. Après, il y a des comédiens avec qui ça ne s'est pas forcément passé, ni de mon côté, ni du leur. Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas envie Ça vraiment dépend. Ça dépend des aventures. Et puis après, encore faut-il pouvoir... je choisis vraiment un acteur... Parce que j'ai la chance, moi, en tant que metteur en scène, de choisir les comédiens avec lesquels je travaille. Et donc, j'ai choisi, en fait, pour ce qu'ils sont, par rapport à un personnage aussi, par rapport à ce que moi, j'entrevois, en fait, dans le personnage, ce que je m'imagine être ce personnage. Donc c'est vrai que je choisis en fonction puis du moment, puis de mes rencontres. Il n'y a pas de règle. Et puis, moi, j'adore travailler en famille. Je suis un homme de troupe, j'ai ma propre troupe, j'ai des gens avec qui je travaille depuis des années, ça fait maintenant... Thomas, j'ai envie de vous couper, excusez-moi. Mais je t'en prie. Parce que je pense, et j'en suis sûre, j'ai un message pour vous. Ah ! On écoute ? Avec plaisir. Thomas Le Douarec, c'est Grégoire Bonnet. Ah, la compagnie Le Douarec, mes plus belles années théâtrales. Là, j'ai tout appris, j'ai appris mon métier avec Thomas. On a fait, je sais pas combien, on avait de spectacles, Thomas, c'est pas 15 ? Je sais pas, un nombre fou, quoi. Je pense à toi, je t'embrasse, tu me manques. C'était Grégoire Bonnet. Ah, c'est ma gribouille. Alors, très beau comédien. Extraordinaire Alors, acteur. Voilà. Et on peut le retrouver quand même dans la série Scène de ménage sur M6. Il incarne le rôle de Philippe, un pharmacien. Et on peut aussi le retrouver également dans la série Nina sur France 2, dans le rôle du Dr Proust. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Grégoire Bonnet ? Alors Grégoire, c'est d'abord une force comique phénoménale, c'est un immense acteur comique, pas seulement, il a une force dramatique également, enfin c'est un grand acteur, vraiment un grand acteur, qui va, je pense, petit à petit, qu'on va voir de plus en plus sur nos écrans. J'espère qu'il reviendra au théâtre, mais bon... Avec vous ? Avec moi. Mais après, il en profite. Pour l'instant, il tourne énormément. Donc, tant que ça marche au cinéma, à la télévision, autant qu'il en profite. Parce que c'est vrai que c'est un métier, on sait que c'est un métier difficile. Et c'est, voilà, quand on a le vent en poupe, il ne faut pas s'arrêter. Donc, qu'il continue, qu'il ne s'arrête pas, qu'il tourne Grégoire. Et on ne s'imagine pas, on ne se rend pas compte que non seulement c'est un immense talent, enfin, un grand talent, mais c'est aussi un grand travailleur. On n'est jamais là par hasard. Et le talent ne suffit pas. Il faut travailler. Et Grégoire le fait. Il travaille énormément et c'est pour ça qu'il est là encore aujourd'hui, après toutes ces années. Vous savez, Thomas, dans l'œil de sable, on aime bien revenir un petit peu en arrière. Alors, je vous propose que l'on fasse un petit tour dans votre passé. Vous êtes d'accord ? Avec plaisir. Si on plante le décor, ça se passe où, votre enfance ? Alors, mon enfance, elle se passe... Alors, d'abord, je suis né à Rouen, dans la patrie de Corneille, Pierre Corneille, et dès l'âge de 3 ans, je pars vivre à Dieppe, en Normandie, toujours en Normandie,
J'y passe 10 années de ma vie et je monte à Paris. Alors, avant de monter à Paris, alors, on aimerait bien savoir, votre papa, il était chirurgien, votre maman, elle faisait quoi comme métier? Ma mère, avant que mes parents se séparent, ne travaillait pas, elle s'occupait de nous. Et puis après, suite au divorce, elle a dû travailler. Donc elle a repris ses études, elle est devenue enseignante, elle est rentrée prof dans un lycée. Et puis, c'est là où elle a refait des études, donc on a dû passer 1 an à Paris pour ses études. Et après, on est retourné en fait à Rouen. Doucement, Thomas, on a encore plusieurs minutes. Ah bon, attention. d'accord, on a le temps. Non, mais attends, on va c'est pas parler, terminé. Non, mais on va parler de cette période justement. Ah bon, d'accord, J'ai des d'accord. questions Je laisse par terminer. rapport à ça. Vous êtes d'accord, j'espère. Oui, mais moi, n'hésite pas, pose toutes les questions, je n'ai rien à cacher. Bon, super. Bah, déjà, l'enfance, c'est une période que vous aimez? J'adore. J'ai adoré mon enfant, j'ai adoré l'école. Je fais partie des enfants qui ont adoré être à l'école, parce que j'adorais en fait aller à l'école, pas seulement pour apprendre, parce que c'est vrai qu'on y apprend la vie, mais on y apprend aussi, on y apprend à penser. Et moi j'ai aimé cet apprentissage, j'ai aimé me cultiver, c'est essentiel pour moi. Et puis grâce à une professeure de français au lycée Corneille à Rouen, donc ma première seconde, parce que j'ai redoublé, je t'expliquerai pourquoi. Mais ma première seconde, en fait, je me souviens très bien d'elle, elle s'appelait Madame Alliot. Et d'ailleurs, dans ma classe, cette première seconde, j'avais Valérie Bonneton. Oh, j'adore cette comédienne. Qui est une formidable comédienne qui a fait une très belle carrière depuis. On était ensemble en classe et on a fait du théâtre ensemble. Et qu'en fait, c'est grâce à cette femme, cette professeure de français, et ben, je me suis mis au théâtre. Elle m'a fait découvrir la poésie, voilà. Alors, on va en parler de ça aussi également. Ouais. Mais ce que j'ai envie de vous poser tout de suite, quel est votre premier souvenir de votre enfance? Mais le tout premier. Mon tout premier souvenir... J'en ai plein de souvenirs. Là, tu me parles tout d'un coup, je me souviens de mon premier chien qui s'appelait Knox, qui était un berger allemand que j'aimais particulièrement. Voilà, je me vois tout petit avec lui, mais après j'ai des amis d'enfance. Moi j'ai gardé un ami d'enfance qui était en maternelle avec moi, qui s'appelle Jean Renu, qui est peintre, un grand peintre aujourd'hui, et on s'est jamais perdu de vue. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ou sinon, qu'est-ce que vous avez le moins aimé dans votre enfance? Le moins aimé dans mon enfance j'ai pas... Non, j'ai pas de mauvais souvenirs. Même la séparation de mes parents, ça a été, voilà, on fait avec. Donc, à cette époque-là, vous avez quel âge? Vous avez à peu près 8 ans par rapport à la séparation de vos parents. Tout à fait. Alors, votre maman a refait sa vie avec un dentiste qui était passionné de jazz. Ouais. Et là, tout d'un coup, ça vous a vraiment beaucoup influencé. Ouais. Et vous avez appris le saxophone. Tout à fait. Je voulais faire de la musique. Je voulais en faire mon métier. Et j'ai fait du saxophone, j'ai fait le Conservatoire de Paris pendant quelques années, j'ai fait aussi une école de jazz à Mont-Saint-Aignan. Donc je voulais vraiment faire mon métier. Mais la musique, c'est encore plus dur pour moi, c'est l'art absolu. Parce que la musique, le travail, certes, est essentiel, mais le talent est primordial. C'est quelqu'un qui a deux on peut travailler énormément sa musique, mais quand tu es en face de quelqu'un qui en plus a du talent, c'est écrasant. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté la musique à cause de cela. Je me rendais compte que j'avais beau travailler, mais le talent me manquait. Donc j'ai fait autre chose. Voilà. Vous avez fait autre chose. Mais alors, tout à l'heure, il y a un instant, vous avez dit oui, on a beaucoup bougé. Donc, un coup, vous êtes à Rouen, un coup, vous êtes à Paris. Mais donc, quand vous avez à peu près 14 ans, là, vous habitez quelque temps à Paris, au-dessus du théâtre de la Huchette. Et là, vous sympathisez avec une troupe. Tout à fait, avec la troupe du théâtre de la Huchette. C'est rue Quincampoix. Nous sommes juste au-dessus du théâtre, dans un appartement que j'avais adoré, j'adorais cet appartement, qui appartenait à Tommy Ungerer. Je ne sais pas si tu connais Tommy Ungerer. Malheureusement, il nous a quittés récemment. C'était un grand dessinateur en fait, du New York Times et qui a notamment écrit Les Trois Bandits, qui a écrit beaucoup de choses pour les enfants, mais qui était aussi un caricaturiste. C'était un type fabuleux et qui nous a en fait prêté cet appartement. Et c'est mon premier contact avec le théâtre, c'est avec cette troupe. Et j'ai pu fréquenter des loges et j'allais voir les spectacles et voilà, j'ai sympathisé avec ces gens. Est-ce qu'il y a eu un spectacle qui vous a beaucoup marqué à cette période? Si, oui, c'était Parole de Jacques Prévert. De Jacques Prévert, ouais. Ouais, je m'en souviendrai toujours. Il y a un poème de Jacques Prévert dans Parole c'est un homme, je me souviens plus exactement du poème, mais il allume des allumettes
Et là, l'adaptation théâtrale était très juste parce qu'en fait, il allumait une allumette. Et à chaque fois, je me souviens même plus de tes paroles. Enfin, j'avais été fasciné par ce spectacle. Fasciné. Ça m'a donné envie de... C'est mon premier contact avec le théâtre. Et après, il y a eu un autre contact avec le théâtre, donc ce que vous nous avez dit tout à l'heure, le lycée. Ouais. Alors... Et puis, en tant que spectateur aussi, parce qu'à Paris, j'ai eu la chance, on va au théâtre un peu. Il y avait, à l'époque, je suis allé voir un Cyrano de Bergerac, mis en scène par Jérôme Savary, avec Jacques Weber, au Théâtre Mogador. Et j'ai été totalement embarqué par ce spectacle, par Weber, qui était un merveilleux Cyrano. Pour moi, ça a été le plus beau Cyrano que j'ai eu la chance de voir sur scène. Et puis Savary. J'ai une passion pour Savary. C'est un grand metteur en scène qui a été malheureusement pas reconnu suffisamment par rapport à... Parce qu'on le prenait pour quelqu'un un trublion. Enfin, c'était effectivement un personnage truculent, mais il n'était pas que ça. Et vous étiez un tourbillon à l'âge de 14 ans, vous étiez un peu infernal, non ? Ah oui, j'étais infernal, c'est vrai. Vos parents, ils vous ont mis, hop, dans une pension pour la peine. C'était difficile. Je leur en veux pas du tout parce que j'étais vraiment ingérable. J'avais un problème avec l'autorité. Ma première seconde au lycée Corneille, enfin le lycée m'a donné une telle liberté. En plus, mes parents étaient séparés. En fait, je faisais un peu, je me suis donné en fait beaucoup de liberté. Je me suis donné beaucoup de liberté à cet âge-là et j'étais pas souvent chez moi en fait. Je rentrais plus dormir, donc il fallait trouver une solution. Et donc on m'a mis en pension. Et je voulais pas être en pension. J'ai menacé mes parents. J'ai dit si vous me mettez en pension à côté de chez moi, je continuerai à faire le mur. Donc c'était pas une solution. Si vous voulez vraiment me mettre en pension, il faut vraiment m'éloigner. Donc ils m'ont éloigné le plus possible. Ils ont trouvé une pension au Havre. Et donc là il fallait vraiment que je prenne le train pour rentrer chez moi, donc c'était compliqué. Donc c'était dur les 4 premiers mois, mais très vite, j'ai adoré la pension, très vite, j'ai adoré être... Alors c'est particulier, c'était qu'entre hommes, hein. Donc on était 160 garçons. La chance qu'on avait, c'est que c'était un lycée mixte. La journée, en fait, on a retrouvé une vie normale. Donc on avait enfin les filles étaient là. Ça y est, il y a les femmes, donc voilà. C'est une vie normale. Voilà, c'est une vie normale. Moi, les vies sans femmes, c'est pas possible, c'est impossible. Pas possible. mais cette vie entre garçons, c'était extraordinaire. Non, on s'est régalé. C'était des fêtes mémorables. Si vous le pouviez, que diriez-vous à l'adolescent que vous étiez ? Écoute, non, je dirais... Écoute, j'ai vraiment vécu mon adolescence pleinement. J'ai aucun regret sur mon adolescence. Aucun. J'ai vraiment été heureux. J'ai été amoureux, j'ai été passionné. Je faisais déjà de la musique, du théâtre. Ah, mais vous étiez un grand passionné parce que vous avez donc monté une association culturelle, jazz, photo, ciné. Oui, j'avais même monté un ciné-club. Voilà. En fait, j'ai rencontré au Havre une personne qui a été essentielle dans ma vie, qui s'appelle Joël Pagier, qui était surveillant. Au départ, il était juste surveillant du lycée à l'institution Saint-Joseph catholique du Havre. Il était surveillant. Et puis, il est devenu après conseiller d'orientation, animateur culturel, animateur théâtre. Il était musicien. Et il avait créé un club de théâtre, en fait, à Saint-Jean, parce qu'on appelle ça Saint-Jean, en fait, au Havre. Et je suis rentré, en fait, dans ce club de théâtre. Et ça a été le début d'une grande aventure, ensemble, parce qu'on a monté je crois qu'on a monté 7 ou 9 spectacles ensemble avec Joël Pagier. Je suis devenu son assistant, j'avais les rôles principaux, enfin, on s'est régalé, on jouait à la Maison de la Culture du Havre, qu'on surnommait le pot de yaourt, et j'ai joué Alceste dans le Misanthrope, j'ai joué Treplev dans La Mouette de Tchekhov, je faisais 12 heures de théâtre par semaine, même quand je passais mon bac, je faisais 12 heures par semaine de théâtre, ce qui est énorme. C'est énorme. Et en même temps, vous avez... Vous découvrez plusieurs films et là vous êtes fasciné par un film qui vous a vraiment marqué. Oui, ça vous parle ou pas ? Si, oui, il y a un film qui m'a marqué à cet âge-là, c'est Sailor and Lula. Sailor and Lula, qui était un film de David Lynch. Ouais. Palme d'Or, 1990, je crois. Mais c'est incroyable parce qu'à cette époque, le métier d'acteur, ça ne vous intéressait pas non plus, quoi. Vous êtes toujours dans l'optique de réussir en tant que saxophoniste.
Oui, saxophoniste, mais même saxophoniste, la passion pour moi c'est l'art absolu, mais je pensais faire de la musique comme ma passion principale, mais pas comme un métier forcément. Je rêvais de plus, pour moi c'était pas une vie en fait, artiste. C'était pas un métier. Je voulais faire de la science politique, je voulais faire des sciences politiques en fait, je voulais faire Sciences Po. Et en même temps, pour rassurer vos parents ou pas? Ah non, Non, c'était pas pour rassurer mes parents. Non. Oh non, tu sais, j'étais pas très discipliné, hein. Même pensionnaire, ça n'a rien changé avec cela. Non, j'étais un électron libre. Non, je voulais faire Sciences Po je voulais faire la politique à un moment donné. Et puis, mais en fait, j'ai remarqué, j'ai relu il y a pas longtemps des choses que j'écrivais gamin, et je rêvais quand même, dès l'âge de 17 ans, je commençais à parler de rêver de réaliser des films. Mais rêve que je n'ai jamais réalisé. Enfin, si, j'ai fait un court-métrage, j'ai réalisé un court-métrage, j'ai réalisé des pilotes, des petites choses, mais pas grand-chose par rapport. Enfin, en tout cas, j'ai jamais réalisé de film. Donc, en fait, j'ai jamais réalisé mon rêve. Donc, j'ai 50 ans aujourd'hui, et j'ai toujours pas réalisé mon rêve de gosse. Vous avez quand même acheté un théâtre hier. Oui, mais ça n'a rien à voir avec mon Oui, rêve. d'accord, mais c'est quand Donc, même. le théâtre est arrivé plus un de tard. Oui, d'accord. Oui, mais ça n'a jamais été non plus mon rêve d'acheter un théâtre, ni d'être directeur de théâtre. Non. Non, mon rêve, c'était vraiment de réaliser ça. Alors, je réalise un peu mon rêve, parce que metteur en scène, c'est un metteur. Enfin, je mets en scène, c'est que je crée un univers, je crée à chaque fois un monde quand je monte un spectacle. Et j'ai eu la chance aussi d'écrire des pièces que j'ai mis en scène après par la suite. Mais non, effectivement, je concevais pas ma vie comme en tant qu'acteur. Non, ça c'est vrai. Et c'est un accident. C'est parce que justement, j'ai fait un atelier théâtre au Havre et qu'on me confiait, qu'on m'a confié des rôles et que je m'éclatais à jouer et que les gens me renvoyaient cette image de moi. Je pense qu'on se construit avec les autres. C'est le regard des autres qui nous construit aussi. On a des choix, des désirs, des rêves, mais c'est aussi le regard des autres qui parachève, enfin, qui construit ce rêve, qui nous renvoie une image qui n'est pas forcément celle qu'on a, mais c'est un ensemble de choses qui nous construit dans la vie. L'éducation, les parents, mais aussi le regard des autres. Est-ce que Francis Huster... Et Huster a joué un rôle énorme. Il ne le sait pas. Mais il ne sait pas, enfin si il le sait parce qu'on se croise de temps en temps dans ce métier, mais quand je fais en même temps que je fais une prépa Sciences Po, je fais un stage de prépa, enfin un stage prépa Sciences Po en fait à Paris l'été, et en même temps je fais un stage d'été chez Florent, et lors des derniers jours à Paris Huster, il arrive, il nous demande de passer une scène devant lui. Et il me propose de rentrer directement en seconde année. Et à ce moment-là, je tombais amoureux d'une comédienne qui passait le stage, qui était en stage avec moi à ce moment-là, et qui était également déjà en seconde année chez Florent. Donc il y a eu cette... et qui est devenue la maman de mon premier enfant d'ailleurs, qui s'appelle Victor Ledoraki, qui a déjà... C'est un artiste également. Qui est un artiste, un grand artiste, et qui est un chanteur, auteur, compositeur, interprète, et qui s'éclate dans ce qu'il fait. Oh, stop. Je crois que j'ai un petit message pour vous. Ah. Salut papa. Donc voilà, apparemment tu es en pleine interview avec Sabrina. Tu es donc entre de bonnes mains. Voilà, je passe par là juste pour te dire que je pense fort à toi, que je suis fier de toi. Et je me demandais si tu pouvais un petit peu parler en anglais pour les auditeurs internationaux. Voilà, pour que tu montres un peu tes talents linguistiques. Là, tu m'appelles après l'émission, je t'embrasse fort. Bisous. Qu'est-ce qu'il voulait dire, votre fils? Que se passe-t-il avec l'anglais? Non, c'est très drôle parce qu'on a revu il n'y a pas longtemps. Quelqu'un m'a fait passer une interview. On avait joué, on a monté un spectacle avec Grégoire, notamment avec Grégoire Bonnet, et puis toute la bande avec toute ma troupe. Il y avait Charles Ardillon, Clément, Marie Parouti, Yvan Garouel, Eric Savin, et on s'était tous retrouvés en fait à Édimbourg au festival, au Fringe d'Edinburgh, le Fringe qui est un des plus grands festivals de théâtre. On avait fait un spectacle sur les Monty Python, parrainé par les Monty Python eux-mêmes,
Et c'était merveilleux, c'est une aventure extraordinaire, mais on avait des interviews en anglais. Mais on était tous plus mauvais les uns que les autres en anglais, parce qu'on jouait en français, mais surtitré en anglais. Et donc, ces interviews en anglais, on en a retrouvé il n'y a pas longtemps, que j'ai mises d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et ça nous a fait tellement rire, parce qu'on parle anglais comme des vaches espagnoles. Et donc, ça fait rire Victor, voilà. C'est ça. Alors, votre fils Victor, il est auteur et compositeur? Oui. Et il va sortir un nouvel album, d'ailleurs. Qui profite de cette période bizarre qu'est la nôtre, période de confinement, reconfinement, reconfinement, enfin voilà, déconfinement, enfin tous ces nouveaux mots qu'on invente avec cette période. Mais il en profite pour créer un album et écrire un album, et c'est bien avancé. Il a beaucoup de talent, hein. Beaucoup de talent. Allez, on se fait une petite pause musicale avec Victor Le Douarec. Comme l'air, les pieds sur terre, tu me fascines. Sur tes courbes, je m'imagine toujours sereine, toujours sirène. Je te dessine quand tu es nu dans ma piscine. Je suis seul dans mon délire. Je suis un peu seul de mes désirs. Je veux qu'on s'engueule en plein fou rire. Je suis aveugle, mais je t'admire. Embrasse-moi, embrasse-moi. Tétanisé, je suis figé, effacé. Donne-moi un bout de toi, embrasse-moi. C'est comme ça. Libre comme l'air, les pieds sur terre, je te devine, allongé sur ta colline. Super bohème, super woman, tu me domines sous tes grands airs de rookie. Je suis seul dans mon délire, je fais un peu seul de mes désirs. Je veux qu'on s'engueule en plein fou rire. Je suis aveugle, mais je t'admire. Embrasse-moi, embrasse-moi. Tétanisé, je suis figé, effacé. Donne-moi un bout de toi, embrasse-moi, embrasse-moi. Je ne peux pas faire le premier pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Embrasse-moi comme ça, embrasse-moi comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Embrasse-moi comme ça, embrasse-moi comme ça. Donne-moi un bout de toi, embrasse-moi, embrasse-moi. Tétanisé, je suis figé, effacé. Donne-moi un bout de toi, embrasse-moi, embrasse-moi. Je ne peux pas faire le premier pas, c'est comme ça. Donc j'ai besoin de toi, embrasse-moi, embrasse-moi. Tétanisé, je suis figé, effacé. Donne-moi un bout de toi, embrasse-moi.
nous sommes de retour avec le talentueux Thomas Ledouarec. N'hésitez pas à suivre Victor Ledouarec sur les réseaux sociaux. Il y a toute son actualité et je peux vous dire que tout ce qu'il fait, c'est de la bombe. Vraiment, j'adore. Je suis fan de votre fils. Merci Sabrina, merci pour ce moment. Merci. Alors, juste avant, on parlait de Monsieur Francis Huster, il vous repère, il vous propose d'entrer en classe libre, dans la classe libre, en 3e année. Alors ça, c'est the must. Hein. En fait, c'est les meilleurs qui vont oui, dans la classe libre. Oui, la classe libre, ça a été une période magique. Et en plus, François Florent, parce qu'il y a aussi pas seulement Francis qui a une grande part dans ma carrière, enfin, c'est aussi François Florent qui dirige l'école et qui décide, suite au premier atelier que je mets en scène, j'avais monté une pièce qui s'appelait Maledictis, que je m'étais permis de réécrire déjà Sacha Guitry, c'était déjà du Sacha Guitry, mais je me permets de réécrire Sacha Guitry, ça donne un spectacle très étrange, mais donc j'obtiens au sein de l'école Florent des prix, donc, dont la meilleure mise en scène, meilleure adaptation, meilleur acteur pour un second rôle, pour ma pomme. Et ça donne envie à Florent de créer pour moi et un ami à moi qui s'appelle Michael Cohen, qui est auteur et réalisateur de cinéma et qui est également un très grand comédien. Et pour Michael et moi, il crée en fait une classe libre mise en scène. Et donc on va se retrouver. Et d'ailleurs, malheureusement, il n'a pas réitéré cette... C'était pourtant une aubaine pour nous. Nous, on s'était régalé avec Michael et moi. On avait le devoir, en plus d'être comédien et d'apprendre notre métier d'acteur, on se devait en fait d'apprendre notre métier de metteur en scène, de créer des spectacles avec les gens de la classe libre. On pouvait choisir qui on voulait en fait dans l'école pour pouvoir les diriger. Ça a été une époque bénie. Hein. C'était magique, c'était formidable. Et puis j'avais une génération d'acteurs avec moi, toute l'équipe des Robin des Bois en fait, dont Grégoire Bonnet, mais il y avait Jean-Paul Rouve qui était dans ma compagnie en fait quand on a après Jean-Paul, Pef, voilà, c'est des gens avec qui j'ai démarré le théâtre. Vous avez toujours des contacts avec eux, avec Jean-Paul Rouve? Avec Jean-Paul et Pef, oui. Oui, toujours. Ouais, avec Jean-Paul Rouve, mais qui étaient aussi des très grands amis de Grégoire. Et Grégoire a eu beaucoup a beaucoup souffert à l'époque, et ça, Pef et Jean-Paul ne le savent pas, mais c'est vrai que on jouait le Cid de Corneille en fait. J'avais mis en scène un Cid de flamenco. Grégoire était extraordinaire, il jouait le roi à l'époque, et au moment où Pef met en scène Robin des Bois, enfin le spectacle qui a été l'origine des Robins des Bois, et qui a été le débarrage de leur aventure après avec la chaîne Comédie, et ça a commencé en fait avec Dominique Farrugia qui les produit, cette aventure qui a été merveilleuse, qui est partie sur Canal+, et qui a fait et bien Grégoire ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il était pris à cause de moi. Ah, il est resté fidèle. Il m'est resté fidèle. Et il a dû renoncer en fait à la proposition de Pef d'intégrer les Robins des Bois. Et c'était triste pour lui parce que du coup il a dû faire un choix. Mais bon, la preuve aujourd'hui, ça l'a pas empêché de faire une immense carrière. Donc voilà. Mais vous avez fondé assez jeune quand même votre compagnie à l'âge de 21 ans, si je me trompe guère. Ah oui. Ouais, j'ai eu cette chance de... En fait, j'avais par nécessité, en fait, on était à l'époque, on se posait pas trop de questions. Ça, c'est la force de quand on a 20 ans, nous sommes insouciants, donc on se pose pas trop de questions. Et ça te permet d'avancer, de foncer. Et moi, j'ai fait quelques castings. Lorsque je suis en casting à Florent, je commence à faire quelques castings et je rencontre les premiers directeurs de casting. Et j'ai eu la chance de tomber sur des directeurs de casting très désagréables. Ouais, c'est étonnant. Désagréable, imbu d'eux-mêmes, des gens qui étaient loin de mes préoccupations du moment. Et donc j'ai dit, mais attends, c'est ça ce métier, c'est quoi? Je vais dépendre de ces gens-là. Et j'ai dit, non, ça c'est pas moi, ça me ressemble pas, j'ai pas envie d'être dépendant de ces personnages qui étaient vraiment d'une suffisance. Mais, odieux? Pas odieux, j'en sais rien, mais... Je ne les connaissais pas suffisamment, en tout cas, mais suffisant, méprisant, enfin, aucun intérêt, enfin, humainement, des très mauvaises rencontres, et j'ai pas envie de dépendre de ces gens-là, donc j'ai créé ma propre compagnie tout de suite pour pouvoir me distribuer des rôles s'il le faut. Vous avez raison. Et voilà. Donc, ils m'ont donné cette force-là.
Alors, on vous connaît pour vos nombreuses pièces telles que Dommage qu'elle soit une putain, Sur le dos d'un éléphant, Les sorcières de Salem, Le dindon, Le portrait de Dorian Gray, L'idiot, évidemment, Le Cid, Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Bernard Tapie. Vous avez toujours contact avec lui? Oui. Oui. Tapie, ça a été une rencontre forte, très forte. Je suis tombé amoureux du bonhomme quand j'ai commencé à le diriger. Après, bon, c'est un personnage, hein, c'est compliqué à diriger Tapie. Mais c'était la première fois qu'il jouait du théâtre. C'est la première fois qu'il mettait les pieds sur un plateau. Et donc j'ai eu cette chance-là d'être le premier. Et donc on s'est découvert l'un l'autre. Je pense qu'il a adoré ça. Puis la pièce était incroyable, Le Chien de Coucou. Après, ça n'a pas été si simple que ça entre nous. Ça a frité un peu, mais après, on s'est retrouvés après. On s'est retrouvés et puis là, je suis de tout cœur avec lui et si jamais il m'entend, voilà, je suis de tout cœur avec lui. Il se bat en ce moment contre le cancer. Il a un double cancer. C'est une bataille de tous les jours. Et donc, je salue Bernard et voilà, je lui dis courage, bats-toi comme tu le fais et tu es un exemple pour les autres. Voilà, c'est une saloperie, cette maladie. Oh oui, c'est terrible. Moi, je l'aime beaucoup, en fait, Monsieur Tapie. Écoute. Et grâce à vous, je l'ai rencontré. C'est pas vrai. Mais oui, je suis venue voir la pièce. Ah, Et vous, vous me l'avez présentée. Très bien. Voilà, bon, il y a quelques années de ça, évidemment. Donc, on vous connaît aussi pour Arrête de pleurer Pénélope, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, Portrait craché avec Véronique Geneste. Bon souvenir? Et très bon souvenir, Véronique. Ça a été un telle rigolade, ce spectacle, on a beaucoup tourné en France et qui a été un énorme succès en tournée. Elle a vraiment son public, Véronique, et on a tellement ri avec ce spectacle qu'on en a refait un autre. On a monté une autre pièce qui s'appelait Face à Face avec Martin Lamotte. Et avec Martin et Véronique, ça a été on s'est bien marré. Mais... C'est une chouette personne, sont vraiment de chouettes personnes, Martin et Véronique. Mais qu'est-ce qui vous guide dans vos choix? Alors, l'humain, je ne te cache pas que j'ai pas très envie de... j'ai la chance d'être, autonome. J'ai ma propre compagnie depuis 1991. Donc, j'ai fait mes propres choix. Je suis totalement libre de mes choix. Donc, je vis j'ai besoin de personne pour vivre, en fait. Donc, j'ai cette compagnie qui me permet de vivre mes propres aventures. Donc, quand je travaille avec d'autres personnes, ou avec d'autres productions, ce qui m'arrive régulièrement, hein, je peux choisir. Donc, c'est toujours des choix de cœur, hein, c'est des choix... donc, voilà, c'est en fonction puis des projets. Tu vois, ça m'amuse, j'apprends. Il y a des choses que je ne ferai jamais, moi, personnellement, qu'on me propose de faire. Et donc, je me dis, tiens, allons-y, je n'ai jamais fait, donc on essaye. Alors, on remarque que la musique est souvent présente dans vos spectacles. Oui. C'est vrai, comme dans Le Cid. En version flamenco, il y a toujours de la musique dans mes spectacles. Toujours. Et souvent de la musique live. Il y a souvent des C'est plus compliqué, non? Ou pas compliqué pas pour moi en tout cas. Non, pour moi, vous. Ça reste. Moi, la musique, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que ça reste pour moi l'art absolu. C'est l'art ultime. Je ne peux pas concevoir un autre art que sans la musique. En fait, c'est ma source d'inspiration principale. Même quand je crée, j'ai besoin de musique. Et justement, vous avez créé un magnifique spectacle, Mike. Oui, Brandt. Mike Brandt. Mike, ça a été une aventure musicale, puisque c'était une comédie musicale. Et là, effectivement, quand on écoute, tu as la chance de pouvoir réunir tout ce que tu aimes, à savoir la musique, le théâtre, la danse, parce que je suis passionné de danse aussi. Et là, la comédie musicale, c'est formidable pour ça, parce que ça réunit trois genres que je chéris plus que tout, la danse, la musique et le théâtre. Et là, c'était un très beau spectacle. Le spectacle a été nominé aux Molières. Oui, trois nominations aux Molières, dont le meilleur spectacle musical. Oui. Mais comment se passe le processus de création de chaque nouvelle pièce? Ça doit être... J'aime pas refaire le même spectacle. Alors, c'est pas forcément une qualité, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent quand un truc marche, quand tu fais un succès,
dans ce métier, mais pas seulement dans ce métier d'ailleurs, dans tous les métiers, quand tu fais un truc qui cartonne, les gens veulent, ils veulent la même chose, ils veulent à nouveau. Mais j'ai toujours peur de ça. Donc je ne me suis jamais répété, donc j'ai toujours fait des choses très différentes. Et tant mieux. Mais du coup, il faut toujours recommencer à zéro. Donc c'est une remise en question, mais ça te permet d'apprendre, enfin de réapprendre, enfin en tout cas de découvrir d'autres univers. Et c'est ça qui m'a toujours guidé en fait. C'est des univers toujours différents. Et c'est pour ça que je suis passé du flamenco à la danse, au cirque, au café-théâtre, au théâtre, au vaudeville, au boulevard. Enfin tu vois, j'ai touché un peu à tout. Et tant mieux. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de la comédie musicale Mike que là vous faites la rencontre d'une merveilleuse comédienne qui se nomme Caroline Devim. Caroline Devim. Devim on dit ? Oui, Caroline Devim, oui. Elle incarnait... Non, elle faisait quoi ? Elle faisait Dalida, le personnage de Elle Dalida ? Elle jouait Dalida. Elle jouait Dalida. Et plein d'autres rôles d'ailleurs dans la comédie musicale Mike. Elle faisait plein de rôles. Et c'était une vraie rencontre professionnelle. Une très belle rencontre professionnelle parce qu'elle fait partie des rares personnes en France à avoir tous les talents parce qu'elle chante, danse aussi bien qu'elle joue la comédie. Donc elle fait les trois aussi bien et ça c'est exceptionnel de rencontrer quand tu as la chance d'avoir ça dans ton entourage, d'avoir quelqu'un qui a autant de talent. Et ça a été une belle rencontre. Du coup on a monté une autre comédie musicale avec l'acteur principal de Mike qui s'appelait Grégory Benchenafi, qui avait d'ailleurs eu une nomination au Molière pour Mike dans le rôle de Mike, qui était une révélation théâtrale. Et on a fait Dorian Gray en comédie musicale avec Caroline Devim, Grégory Benchenafi, Laurent Morel, Stéphane Corbin, par la suite Mehdi Bourayou et Gilles Nicolo. C'est une très belle aventure. Et après on a fait avec Caroline Devim, on a fait aussi une comédie musicale qu'on a coécrit tous les deux, une mini comédie musicale qui s'appelait Le jour où je suis devenue une chanteuse black. On écoute un extrait. Baby love, my baby love, I need you, I need you. But all you do is treat me bad, break my heart and leave me sad. Tell me what did I do wrong to make you stay away so long? Stop in the name of love before you break my heart. Stop in the C'était l'extrait Le jour où je suis devenue chanteuse black. Décidément, c'est formidable. J'ai adoré et je suis partie voir ce spectacle. Qui était un merveilleux spectacle. C'était magnifique. Et de cette collaboration, parce qu'en fait Caroline Devim joue également aux Deux Colombes, et de cette collaboration, puisque on a fait énormément de spectacles, Caroline et moi, est née une petite... Vous lâchez plus. Et de cette collaboration est née une petite fille qui a maintenant 5 ans, qui s'appelle Charlotte. Voilà. C'est beau. Ouais, c'est beau. Ah, c'est magnifique, j'adore ce genre d'histoire. Vous avez beaucoup mis en scène au théâtre, mais à quand la réalisation pour le cinéma ? Mais là, tu touches les rêves d'enfance. Là, écoute, je sais pas, je pourrais pas te dire. Le problème, c'est qu'on m'a proposé plusieurs fois de réaliser un long métrage, et j'ai même signé un contrat, j'ai même gagné de l'argent pour cela, et le film ne s'est jamais fait. En fait, ce qui est très compliqué au cinéma, les gens ne se rendent pas compte à quel point on voit le nombre de films qui se font, mais on ne voit pas le nombre de films qui ne se font pas, et pourtant qui coûtent beaucoup d'argent en développement, mais qui ne voient jamais le jour. Et voilà, c'est la réalité économique de ce métier. Donc ça m'est déjà arrivé en fait de m'engager sur un long métrage, et le métrage n'arrive pas à aboutir. Et comme moi, le théâtre, ça marche très bien pour moi, c'est compliqué toujours en fait de m'engager après sur un long métrage, parce que ça demande encore plus de temps de préparation, et du coup ça me coupe du théâtre, et ça m'empêche de faire des projets qui me tiennent à cœur, dans lesquels je sais que ça aboutira. C'est plus facile de faire aboutir un projet au théâtre que un projet au cinéma. Donc c'est toujours pour moi, je suis toujours partagé de pouvoir me consacrer au cinéma. C'est un sacrifice que je fais pour le théâtre. Thomas, c'est déjà la fin de l'émission. C'est affreux, Sabrina, c'est terrible de se quitter déjà. On a à peine commencé. Alors, on reparle encore de votre pièce aux Deux Colombes de Sacha Guitry. Bien Qu'est-ce sûr. qu'on peut dire si vous deviez convaincre les gens à venir vous voir votre pièce? Que leur diriez-vous? Mais je leur dirais, venez rire, on en a bien besoin en ce moment.
Il faut essayer d'oublier tout ce que nous inflige ces gouvernements, parce que je ne parle pas de notre gouvernement, je parle des gouvernements du monde entier, puisqu'on a mis notre vie, on a arrêté de vivre pour ce virus, par principe de précaution, on va dire. Pourquoi ? J'en sais rien. On privilégie la santé à la vie. C'est un choix que je ne comprends pas personnellement. Voilà, je préférerais qu'on choisisse toujours. Il faut toujours choisir la vie. Toujours choisir la vie à la mort. Et là, on préfère la santé, mais la santé, depuis la nuit des temps, il faut bien mourir de quelque chose. On a toujours, plein de gens meurent de maladie. Tous les jours, les gens meurent de maladie. Et on meurt de plein d'autres choses aussi. On ne meurt pas que de maladie. Et là, de s'arrêter de vivre par principe de précaution, je trouve ça triste. Voilà. Et tous ces gens qui nous gouvernent ont peur qu'on puisse leur faire des reproches, peur d'être montré du doigt parce que on pourrait les accuser d'être responsables de ce qui nous arrive. Non, ils ne sont pas responsables. À aucun moment, ils sont responsables. Ils sont responsables de rien. Ce qui nous tombe dessus, ce virus, c'est un accident de la vie. C'est l'être humain qui est responsable de ce virus d'ailleurs. C'est l'être humain parce qu'on prend trop de place sur cette terre, donc il faut à un moment donné qu'on en paye le prix. Et on bouscule un peu la nature, on la bouscule cette pauvre terre, on la fait souffrir. Et donc c'est un juste retour des choses, elle nous fait souffrir à son tour, elle nous envoie ça. Mais après maintenant, pourquoi s'arrêter de vivre à cause de cela ? Je ne comprends pas. Que les gens qui soient fragiles se protègent, et ils le font d'ailleurs, on n'a pas besoin de leur dire pour qu'ils le fassent. Et donc continuons à vivre. Je suis pas président de la République et je suis pas, mais il faut arrêter de lui tomber dessus, de tomber d'ailleurs sur ce gouvernement. Ils sont pas meilleurs que les autres, mais ils sont pas moins bons non plus. Et c'est le monde entier qui gouverne de la même manière. Hein. Le monde entier enferme les gens par principe de précaution. C'est n'importe quoi. C'est comme ça. Bon, bientôt on va tous se revoir et j'espère que nous allons vous voir sur scène parce que votre pièce aux Deux Colombes, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Tout le monde le dit. Le public rit de bon cœur. Il y a que des retours positifs. Allez voir la pièce aux Deux Colombes de Sacha Guitry, mis en scène par monsieur Thomas Le Douarec. Thomas, bon là c'est vraiment la fin. Faut qu'on se lâche un tout petit peu. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Mais j'espère que nous allons nous revoir. Mais oui, vous mais revenez sur scène. quand vous voulez dans l'œil de sable. Et puis sur scène, c'est toujours au théâtre. C'est toujours deux spectacles qui tournent aussi. Il y a le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, qui est un immense succès que nous avons joué pendant 4 ans à Paris. Il y a aussi L'Idiot de Dostoïevski. J'ai fait une adaptation théâtrale de L'Idiot, magnifique roman, qui se joue aussi encore en tournée, qu'on reprendra à Avignon cet été, et le Portrait de Dorian Gray, qu'on reprendra également pendant le Festival d'Avignon cet été au théâtre. Cet été, il y aura le Festival d'Avignon, c'est sûr? C'est certain, au Théâtre des Lucioles. Donc le Festival d'Avignon aura lieu, je vous assure qu'il aura lieu cet été en juillet. Tout le mois de juillet, on sera là avec le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, avec L'Idiot de Dostoïevski. Et j'espère qu'on reprendra Oranlag aux Deux Colombes dès le mois de février. Allons tous au théâtre. Encore merci beaucoup Thomas, je remercie toute l'équipe. Merci Sabrina et merci à vous d'être là. Merci beaucoup à la Pimédia, Fréquence Mistral, Éric Leroy, Ligia Ribeiro. C'est de l'équipe Triptyque et surtout au réalisateur Kadik. Un dernier mot pour la fin? Pour la fin, oui, il faudra venir au théâtre, il faudra tous soutenir le théâtre, soutenir les comédiens, soutenir l'art, la culture en général, les libraires. Soutenons le théâtre, la culture. On en a besoin. On n'aura jamais autant besoin de la culture dans les années qui suivent. Nous allons terminer avec notre cher Victor Le Douarec. Et oui, comme ça, on va danser un petit peu. Et surtout, les amis, n'oubliez pas, peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, parce que si vous n'avez pas de bon cœur, vous ne valez rien. Bonne soirée à tous.
chérie.